Et dans toutes les sociétés occidentales, il y a une déshumanisation et une diabolisation, mais c'est étonnant, plus radicale que celle qu'auraient pu avoir les victimes même de la Shoah, les victimes historiques de la Shoah, les anciens résistants. Un de mes maîtres était un ancien résistant qui a bombardé Dresde. Il n'avait pas ces mots-là. Les gens qui ont vraiment combattu physiquement le nazisme et le fascisme n'avaient pas ces mots. C'est-à-dire qu'on a des antifascistes sans fascistes qui sont 1000 fois plus durs et moins magnanimes que les vrais antifascistes historiques qui ont lutté par le sang versé. Et ça m'inquiète, parce que quand on déshumanise l'autre en le voyant comme à l'origine de tous les maux, de tous les complots, on ne peut pas lui serrer la main, on ne joue pas au foot avec lui, on ne fait rien avec lui, on ne lui fait même pas un sourire. Quand on le reçoit, c'est avec un air grave et jugeur. L'autre ne bénéficie d'aucune mansuétude, d'aucune pitié et d'aucun pardon. Et ça me paraît terrifiant. Et ce genre d'attitude a toujours engendré dans l'histoire un passage à l'acte. Quand vous déshumanisez l'autre et vous le considérez comme extrêmement diabolique, soit vous le déshumanisez en le comparant à un animal ou à un insecte, soit vous le déshumanisez en le diabolisant, donc par le dessous ou le dessus. Mais dans les deux cas, l'autre n'est plus un humain digne de respect, il doit être traité de manière punitive. C'est effrayant. Et c'est ce qui se passe dans pratiquement toutes les sociétés occidentales, peut-être excepté la Pologne, la Hongrie, l'Italie. Il y a peut-être 3 ou 4 pays qui sont épargnés. Il y a une chasse depuis longtemps aux géopolitologues qui ne pensent pas comme le mainstream. Les politiques et les géopolitologues, il y a un autre syndrome, c'est le syndrome Pim-Fortuyn, donc c'est pas nouveau. Pim-Fortuyn fut alors il était homosexuel de sa personne, assez libéral au niveau des mœurs, mais il était souverainiste et il était contre l'immigration islamique incontrôlée et l'immigration extra-européenne. Et il a été tué par un militant écolo. Donc c'est pas tout à fait nouveau. Ceux qui ont glorifié la cause de la planète et accusé l'homme blanc d'être la pire des engences qui serait responsable. Vous savez, c'est le fameux discours de Madame Greta Thunberg, j'en veux à l'homme blanc de 50 ans, etc. Alors elle, peut-être qu'elle dit pas hétérosexuelle, mais dans le cas de Pim-Fortuyn, il avait beau ne pas être hétéro, il était quand même dans la race des Blancs, dans la catégorie des méchants. Donc il avait tort. Et il a été tué, et je ne vois personne commémorer sa mort. Et c'est un homme qui avait des discours. J'ai été à une commémoration de l'anniversaire de sa mort en Italie, parce qu'il aimait beaucoup l'Italie du Nord. Et il y a une sorte, pas un pèlerinage, mais une sorte comme Oriana Fallaci, il y a des gens qui se réunissent chaque année. Et un jour, j'y étais pour une conférence en même temps, et j'ai parlé avec des gens qui l'avaient connu. Cet homme était pour le dialogue, il était plutôt libéral, il était plutôt progressiste au niveau des valeurs. Il voulait défendre son pays face à un phénomène. Lui, son argument, c'était pas « ils nous envahissent parce qu'ils sont bronzés », pas du tout. C'était « notre modèle est tolérant, le modèle des Pays-Bas, et ceux qui viennent, c'est leur droit, ont un modèle tout à fait différent, mais nous ne voulons pas qu'ils changent notre modèle ». C'était pas du tout ni raciste, ni même xénophobe, ni même intolérant. C'était vraiment style « je veux préserver ce qui est à moi ». Il a été diabolisé de sorte que quand il est mort, personne n'a pleuré sa mort. Un autre exemple, non loin de là où il a été tué, c'est le descendant de Van Gogh. Theo Van Gogh, quand il a été massacré, alors il a été tué de 2 manières différentes, puis il a terminé avec un message planté avec un couteau en pleine rue après avoir pris une balle dans la tête. Lui, il était assez progressiste aussi. Il était souvent avec des gens d'origine musulmane à qui il disait on a le droit de faire ce qu'on veut avec son corps, etc. Alors, on peut ne pas aimer ce côté non conservateur. Il était assez libéral au niveau des mœurs, mais il n'était pas du tout ni dans le racisme, ni dans l'exclusion ethnique, puisque la raison pour laquelle il a été tué, c'est qu'il avait mis en avant une personne issue de la communauté musulmane qui protestait contre des viols qu'elle avait subis dans sa famille, etc. Donc il était plutôt dans le camp progressiste, et personne ne pleure sa mort. Et on a plein d'exemples comme ça. Qui pleure la tentative de meurtre de Bolsonaro? Non, on lui a même mis 27 ans de prison. Les mêmes qui étaient heureux quand il a pris 2 coups de couteau, Bolsonaro, quand il était quand il était candidat à la présidence du Brésil, juste avant d'être élu, il a fait une campagne à l'hôpital avec 2 coups de couteau qu'il a reçus, il a survécu. Qui
qui pleure également la tentative d'assassinat de Robert Fico en Slovaquie. Mais on a quand même beaucoup d'exemples, et même les attentats pendant les années 90, 80 de la famille Le Pen. Alors moi, je suis pas là pour dire que c'est pas pour faire la pub pour un parti ou un autre, mais un démocrate ne devrait jamais être content ou moins pleurer ou moins regretter des tentatives d'assassinat, des meurtres, des coups de couteau, des attaques, des menaces de mort. Mais ça se passe comme ça. Je ne vois personne, et on pourrait élargir même à des morts moins éligibles que d'autres. Coluche disait il y a des gens moins égaux que d'autres. Ben, on le voit bien, un flic qui se fait tuer ou tabasser, une jeune fille catholique qui se fait massacrer par des gens qui ne devraient même pas être ni en France ni en dehors de prison. Oui, du clandestin afghan ou syrien. Voilà. Hein. Absolument, ça n'a pas fait la une de New York Times, ça n'a pas fait la une du Times, ça n'a pas fait la une de... Alors que Traoré, une famille de voyous, mais il n'y en a aucun qui peut rattraper l'autre dans la fratrie. Alors peut-être la sœur, elle n'a pas été condamnée, mais c'est une fratrie de voyous qui sont des prédateurs, qui d'ailleurs sont des prédateurs y compris pour les gens de leur propre ethnie. Hein. C'est pas une question blanc contre noir, etc. Traoré qui a été tué par accident après une course-poursuite par deux Noirs. Il a été tué par deux personnes qui étaient aussi foncés que lui. Sur les trois flics, il y avait deux Guadeloupéens, mais bien noirs, ils ne faisaient pas semblant. Donc il n'y a rien de racial. Mais tout le monde pleure encore cela comme un crime racial, et ça a fait la une des grands journaux du mainstream occidental. Est-ce qu'il y a un business autour de ça ? Il y a un business autour de la mort. On instrumentalise pour récupérer des subventions, pour faire mousser dans la sphère médiatique, pour se faire de la publicité. Je pense qu'il y a un business, et comme dit mon ami Berkoff, le grand philosophe André Berkoff, parce qu'en fait, il est très philosophe en privé, il dit qu'il y a les racailles d'en haut. Ça fait pas très philosophique comme expression, mais les racailles d'en haut, qu'est-ce qu'on appelle les racailles d'en haut ? C'est-à-dire qu'ils sont autant contre l'ordre régalien que les racailles d'en bas. Mais eux, ce sont des multinationales. Ils n'aiment pas les juges, c'est pour ça qu'ils remplacent les juges par les arbitres dans les accords internationaux de libre-échange. Ils n'aiment pas les États, donc ils financent tout ce qui va permettre aux passeurs de faire arriver de manière clandestine des gens qui émigrent en forçant les murs. Et normalement, quand on émigre, on doit le faire légalement. Moi, je suis fils immigré. On a émigré légalement en France. Tous ceux qui sont contre les frontières, les tribunaux, les juges, les régaliens, les États, aussi le fisc, tous ceux qui sont contre le fait que tout le monde doit payer l'impôt, tous ces gens-là, ce sont les racailles d'en haut. Ce sont des multinationales qui sont déterritorialisées, qui n'ont plus d'appartenance véritablement nationale. Et leur idéal, c'est un monde où le régalien ne peut plus leur faire du tort. Il faut que le régalien ne puisse pas les mettre en prison, ne puisse pas leur faire payer d'impôts. Et comme eux, ils sont dans des îles ultra protégées dans les Caraïbes avec plein de mitraillettes, c'est des espèces d'urbanisation ultra protégées. Moi, j'en ai visité en Amérique latine. Il n'y a pas de problème pour les gens ultra riches. Ils s'en foutent que ça soit le chaos ailleurs. Et en fait, pourquoi ils défendent ces racailles ? Parce que l'idée, c'est de défendre la racaille en la victimisant comme étant le syndrome du racisme, de l'homme blanc, etc. Parce que le but, en fait, le vrai but, c'est discréditer l'ordre régalien. C'est le démantèlement de la légitimité de l'État-nation qui pourtant est le seul endroit, le seul lieu, le seul outil qui permette la liberté et la sécurité des citoyens. C'est le projet mondialiste, c'est le projet cosmopolite. C'est un projet néo-barbare en fait, parce que s'il n'y a plus l'État, les frontières et les juges, c'est le démantèlement de l'État régalien, c'est la fin du contrat social du Léviathan de Hobbes, hein, c'est-à-dire que normalement je laisse une partie de ma liberté à l'État, donc aux forces régaliennes, parce qu'en échange, elles me protègent et elles assurent la sécurité de ma personne, mais aussi de mes biens. C'est un contrat qui a existé pendant un certain temps. Aujourd'hui, nos élites qui sont à la solde des grandes multinationales ne veulent plus remplir ce contrat parce qu'elles sont à la solde des Uber, des McKinsey, des Vanguard, des BlackRock, des Blackstone et de toutes les multinationales qui font la pluie et le beau temps, sans oublier Goldman Sachs. D'ailleurs, vous regardez des anciens présidents, des anciens premiers ministres ou des futurs, des anciens présidents de la Commission européenne, mais vous en avez les trois quarts qui viennent soit de Blackstone, BlackRock, Vanguard ou Goldman Sachs. Quand vous n'êtes pas d'un clan ethnique ou d'une corporation ou normalien ou énarque ou issu d'un parti encarté, parce que même de mon parti, j'étais toujours libre. J'avais créé la droite libre à l'UMP. J'étais déjà un empêcheur de tourner en rond. On était détesté par tous les présidents, sauf de Védjan, de l'UMP. Donc moi, j'ai toujours été un électron libre qui était capable de dire merde, même à un président ou à un Premier ministre ou un ministre, etc. Et donc, forcément, quand on est comme ça, on le paye cher. On n'a pas
on n'a pas une puissance derrière soi qui va vous défendre. Et donc, en général, les prédateurs savent ce qu'ils font, comme les meutes. Les meutes, ça attaque toujours. Hein, c'est comme dans le règne animal. Il ne faut pas s'en plaindre. Moi, je ne me fais pas de victimisme. Hein, j'assume. Mais ils s'en prennent toujours à un électron libre. Et c'est pour ça qu'un jour, Goldnadel, qui était mon avocat dans les années 2000, j'avais été attaqué Canal+, on montrait des gens, par exemple, on montrait une manifestation de sionistes d'extrême droite qui frappaient des Arabes de manière extrêmement rapide, guerre éclair, vraiment c'était le Bétar, et même ou la Ligue de défense juive, et dans la même vidéo, on montrait un autre groupe qui en fait paraissait être le même, de gens qui brandissaient mon livre. On voyait un juif militant assez typé, Bétar, qui brandissait mon livre, et dans la même vidéo, des gens qui frappaient des Arabes. Et la légende, c'était vous laissez parler Delval, l'islamophobe, l'arabophobe. Il y a bien sûr l'agent du Mossad et du sionisme. Il y a des gens qui vont frapper les Arabes, sauf que la vidéo était totalement fausse. Et comme j'ai gagné le procès contre Canal+, qui avait fait un montage ignoble, mais quand on sait que des professionnels du journalisme font un montage où ils montrent dans une même vidéo 2 manifestations différentes, une où on présentait un livre, il n'y avait pas que des juifs d'ailleurs, et une autre où il y avait des mecs du Bétar qui frappaient des Arabes, ils étaient dans leur propre cuisine entre 2 communautés, faire un montage de ce type, ça mériterait une exclusion à vie du boulot de journalisme. On a gagné la partie, on a gagné le procès au bout de 6 ans, on est allé jusqu'en cassation, ça nous a ruiné. D'ailleurs, on a gagné un pactole, mais j'ai rien touché parce que c'est mon avocat qui s'est, je comprends d'ailleurs, qui s'est payé avec le dédommagement. Mais je voulais laver mon honneur. Bien sûr, sur Wikipédia, on ne montre jamais les procès que l'on gagne. Sur Wikipédia, ils vous disent toujours les procès pour lesquels vous avez été débouté pour la diffamation. Et les gens croient qu'être débouté, c'est avoir perdu, alors que c'est pas du tout ça. Être débouté, ça veut pas dire que le juge a donné raison à celui qui vous a diffamé, pas du tout. Bref, j'ai connu tout ça pendant des années, j'ai été accusé, j'ai eu pro-serbe, parce que j'étais contre la guerre. C'était mon premier combat, d'ailleurs. Ceux qui m'ont réduit au sionisme ou au Mossad, etc., ils n'ont rien compris. Moi, je ne m'en jamais lu, parce que j'ai très, très peu parlé d'Israël. Oui, tu as démarré tes écrits géopolitiques sur un avec livre, la Serbie. Islamisme États-Unis, où je critiquais d'ailleurs à plusieurs reprises l'État d'Israël, pas en tant que l'existence d'Israël, mais j'avais critiqué ce que j'ai plus fait ensuite, parce qu'après, Israël a changé, jusqu'à l'affaire de Netanyahou dans les années 2020. Mais au début, Israël avait aidé le Hamas, avait laissé faire. Le Shin Bet, le service secret interne israélien, avait laissé monter le Hamas à l'époque 1987 jusqu'à 1993. Et dans ce livre, j'étais assez critique sur le fait que Amérique, comme Israël, comme Angleterre, comme France, les Occidentaux en général et leurs alliés avaient aidé des mouvements islamistes partout dans le monde dans une logique anti-russe ou contre les régimes arabes pro-russes. Ce qui est une théorie aujourd'hui tout à fait validée. Reconnue d'ailleurs par les principaux intéressés. Absolument, et reconnue par les intéressés. Et aujourd'hui, maintenant, c'est même une tarte à la crème. Tout le monde prétend avoir... Moi, je l'ai dit en 97, j'étais le second après Gallois, le grand stratège français Pierre-Marie Gallois, qui avait préfacé mon premier livre. Et donc, il n'y a rien de sioniste ou de Mossad là-dedans. Ensuite, c'est vrai, je suis devenu un peu plus en faveur d'Israël et de la communauté juive, parce que moi, j'aime bien les causes un peu perdues. Et dans les années 2000, il y avait énormément d'agressions de juifs dans les banlieues. Il y avait un nouvel antisémitisme qui progressait dans les banlieues. Et donc, je m'étais un peu rapproché de la communauté juive, juste pour présenter des livres, en fait. C'était pas du tout être un militant, etc. Je présentais mes livres sur l'islamisme, qui parlait très peu d'Israël, mais on m'a collé cette image d'agents d'Israël, du Mossad, etc. Mais à l'époque, j'estimais que on était dans la même barre, qu'il y avait un ennemi islamiste commun, voilà, etc. Mais ce n'était pas le gros de mon travail. Donc j'ai beaucoup œuvré aussi contre la guerre du Kosovo, contre la guerre en Irak. J'ai écrit des ouvrages qui ont dénoncé pratiquement toutes les interventions impérialistes des États-Unis, et je continue jusqu'à aujourd'hui. J'ai jamais flanché. J'ai toujours été contre l'interventionnisme impérialiste occidental, américano, anglais, même parfois français. Ils vous disqualifient. Alors, quelqu'un d'extrême droite va vous traiter d'agent sioniste. C'est ce qu'a fait Choprad pendant des années partout dans les milieux militaires. Il m'a qualifié d'agent du Mossad, et il y a même des imbéciles qui ont fini par y croire.
J'aimerais savoir comment on peut prouver ce genre de choses. Et d'autres qui sont plutôt dans un créneau wokiste, progressiste, ils vont vous traiter de fachos ou complices de criminels ratés, petits nasillons du GUD qui pèsent 50 kilos. Si vous voulez, tout cela est assez ridicule, mais ça marche comme ça, le système parisien. Et moi, je venais de province, j'avais la naïveté de croire aux rapports humains un peu loyaux. Moi, j'ai été habitué dans ma vie à dire franchement à quelqu'un t'es un sale con, tu m'as offensé, enfin en face. Et les règles sont pas les mêmes à Paris. On vous déglingue, mais le pire, c'est que une fois, c'était quelqu'un du Monde, et quelqu'un du Monde, j'ai oublié son nom, qui avait fait un article horrible sur moi, mais dans Marianne. C'était le capitaine de l'extrême droite avec Philippe de Villiers et Golnadel. On était les trois chevaliers du mal, un juif, un catho et un avocat, etc. Et un homme politique. On aurait droitisé la communauté juive. Là. Et là, cette personne avait fait un article extrêmement... Judith Vintrop, ça me revient. Je la vois dans un salon du livre, toute souriante. « Bonjour, comment ça va, Alexandre ?» etc. Et là, j'ai compris que le milieu parisien, on vous massacre dans votre dos, on vous détruit votre réputation. Et comme dans les films américains, là, nothing personal, on vous dit bonjour, on vous embrasse. Moi, je dis, mais je ne vais pas t'embrasser. Est-ce qu'il est compliqué aujourd'hui, dans le monde de la géopolitique, d'avoir une approche, une analyse, une grille de lecture qui soit en fait 100% française ? Aujourd'hui, c'est vrai que... Alors là, j'aime bien tu parlais de Caroline Fourest, soit on se définit dans l'analyse, on prétend faire de l'analyse et décrypter le monde, en fait, toujours avec un parti pris qui n'est pas celui de sa communauté nationale, mais qui est celui de sa communauté d'appartenance sexuelle, ou alors religieuse, ou alors... d'un autre drapeau, et on a l'impression qu'en tout cas en France, quand on voit les personnalités souvent qui s'expriment dans les grands médias, on a toujours chez ces gens une double appartenance. Oui. Et toi, ce que tu portes finalement, c'est l'ancienne école. C'est finalement un peu de... Oui. C'est le classique, c'est-à-dire l'intérêt français comme boussole de l'analyse géopolitique, et quelque part aussi s'il y a un lobbying à faire, c'est le lobbying du drapeau français et pas un autre. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on porte cette voie-là, est-ce qu'on est finalement un peu isolé ? On est isolé, mais moi je crois au rapport de franchise et de respect mutuel. Et par exemple, quand je vais présenter mes livres, j'y vais assez souvent, j'ai une affinité personnelle avec, là on ne parle pas d'Israël, on parle de la communauté juive. Souvent je dis, je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil ou vous cirer les bottes. Il y a beaucoup d'hommes politiques que j'ai vu faire. C'est déplorable. Ils ne pensent pas un mot de ce qu'ils disent. Ils viennent chercher des voix, etc. Moi, je suis sincère. Quand je vais dans une communauté assyro-chaldéenne à Sarcelles, quand je vais dans une communauté, je l'ai fait aussi beaucoup, maghrébine ou parfois j'ai un centre syrien. J'étais partout, parlé dans tous les milieux. J'ai le même discours partout. Et dans aucun cas, je viens faire l'apologie d'une ethnie plus qu'une autre. Je ne vais pas dire les Arméniens sont plus beaux, plus vertueux que les autres. Les Juifs ne sont pas supérieurs aux chrétiens et les chrétiens ne sont pas supérieurs aux Juifs. Donc moi, je vais dans une communauté ou dans un pays et j'ai un discours qui est plus ou moins le même, c'est-à-dire les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et même mes amis israéliens, je leur dis franchement, si j'étais israélien, mon ennemi juré, ce serait l'Iran. Parce que pour Israël, il est vrai que l'Iran, et pas que, mais aussi des pays sunnites comme le Qatar, la Malaisie ou le Koweït, ont beaucoup aidé les frères musulmans. Mais si je suis israélien, mon ennemi, c'est plutôt l'axe chiite. Mais je leur dis en toute franchise, et là, vous avez tout à fait raison, mais en géopolitique, on n'a pas tous les mêmes ennemis. Si je parle en européen, si par exemple il existait une nation européenne, et que j'étais un fonctionnaire qui doit définir, vous savez ce qu'on apprend en école de guerre, la menace et l'ennemi. L'ennemi de l'Europe dans le spectre de l'islamisme, il est beaucoup plus dans le monde sunnite takfiriste que dans le monde chiite. Et ça ne veut pas dire que les Israéliens ont tort. Les Israéliens, leur ennemi n'est pas toujours exactement le même que le nôtre. Mais ça passe parfaitement, ce discours. Ils ne sont pas vexés. Et ils le savent très bien, d'ailleurs. Et ils le savent très bien. Et il n'y a rien d'insultant à le dire. Parfois, il y a des convergences. Par exemple, les frères musulmans. Pourquoi j'ai beaucoup été, justement, prisé par ces milieux pro-israéliens et juifs et pro-israéliens en France ou ailleurs, parce que il est vrai qu'il y a un point de convergence. Un des ennemis pour l'intégration dans les pays européens,
c'est le mouvement islamiste des frères musulmans, créé en 1928 par Hassan al-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan. Et ce mouvement est également très lié à l'Iran. C'est l'exception. C'est le seul mouvement sunnite islamiste radical qui a une branche politique, une branche pacifique, mais aussi une branche djihadiste, le Hamas ou quelques mouvements en Irak ou en Syrie ou ailleurs. Et parfois, il peut y avoir une convergence. Donc des États qui n'ont pas forcément le même ennemi existentiel peuvent avoir parfois le même ennemi. C'est le cas d'Israël et de l'Europe, le Qatar et les frères musulmans. Moi, j'affirme que le Qatar et les frères musulmans, on pourrait rajouter des pays proches qui financent les mêmes choses, sont des ennemis parce qu'ils sont à la fois les ennemis d'Israël, ils sont dans l'axe, ils sont proches de l'axe chiite parce que le Qatar et les frères musulmans sont des sunnites, mais ils ont des bonnes relations avec l'axe chiite et ils financent les mêmes mouvements qui tuent des juifs israéliens. Mais ça ne veut pas dire qu'on a toujours les mêmes ennemis ou les mêmes amis. En fait, ceux qui disent bêtement pour aller plaire dans les communautés, ils disent oui, Israël se bat pour nous, c'est l'avant-garde de l'Occident. Non, Israël se bat pour ses intérêts. Israël n'attend pas que tout le monde... Israël n'est pas animé du fait de défendre les Occidentaux contre l'axe de la résistance. Il n'y a que des naïfs qui croient ça. En géopolitique, on sait que Israël, comme les Serbes, comme les Français, comme la Chine, se bat pour ses intérêts en fonction de la définition de la menace et de l'ennemi dans ce camp-là. Chaque camp définit la menace et l'ennemi et défend ses intérêts. Et donc parfois il y a des convergences, mais pas forcément totales. Il peut y avoir une convergence sur certains domaines avec certains pays. On peut avoir momentanément ou dans certains secteurs les mêmes menaces, les mêmes ennemis et pas dans d'autres. Ce qui nous différencie de tout le reste de la planète, c'est que l'intérêt national est secondaire. Même quand on parle de menaces existentielles, c'est jamais par rapport à l'intérêt national français. C'est une espèce de complexe d'après-guerre. C'est le résultat du wokisme et du gauchisme pendant des années. C'est dû à quoi? Alors, il y a une partie résultat du wokisme et du gauchisme, mais ça c'est pour les éléments les moins, je ne veux pas être insultant, les moins brillants. Je vais vous prendre un exemple, sans vouloir l'insulter, la pauvre, mais Marlène Schiappa, un jour, a été interviewée. On lui disait, qu'est-ce que pour vous la citoyenneté? La citoyenneté, moi je l'ai appris en droit et en sciences politiques, c'est quand même faire partie de la cité au sens grec du terme, c'est-à-dire de la nation. La caractéristique même du citoyen, c'est qu'il est différencié du non-citoyen. Eh bien pour elle, la définition de la citoyenneté, je suis resté pantois, je me suis dit, est-ce que j'ai bien entendu? C'est bien un ministre qui est payé par nos impôts, qui dit ça. Elle disait que l'une des définitions pour elle de la citoyenneté, c'était l'accueil des migrants. Et l'accueil des migrants, on ne précise pas l'ego. Mais là, tu prends un exemple, on est au niveau 0, là. Là, on est au niveau moins 10 même. Moins 10. D'ailleurs, quand on a été recruté en faisant des commentaires pour des revues, je dirais, légères, c'est sûr que le niveau, on ne peut pas s'attendre. Elle est déjà au maximum. C'est du roman érotique, là. Elle a déjà fait, d'ailleurs... Elle est allée très loin par rapport à son niveau d'origine. On peut même dire qu'il y a une marge de progrès qui a été énorme. Et quelque part, il y a un mérite. Mais pour les autres qui ont fait l'ENA, qui ont fait du droit, qui ont fait Normal Sup, qui savent très bien ce que veut dire un citoyen, qui savent très bien ce que veut dire l'intérêt national, qui savent très bien que la nation, c'est pas un truc fasciste ou nazi. La nation, c'est la Révolution française, c'est Sieyès, c'est le droit français, c'est les valeurs républicaines. Ils savent très bien que c'est pas facho, la nation. Ceux-là, quand ils se laissent embarquer par une démonisation de la nation, n'ont aucune excuse. C'est de la trahison. C'est de la trahison pure et simple.